Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on attaque avec l'oracle de l'impudeur. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Allez. Décidément, je ne veux qu'une seule carte. Ici. Oh, on nous parle de Gaïa. Attends, je vais redresser un peu la caméra. Hop. Ça, c'est une carte qui nous ramène immédiatement à l'incarnation. Ça nous rappelle que notre corps n'est pas un obstacle à notre évolution, mais son premier allié. Trop souvent, on laisse le regard des autres définir notre valeur. Mais il y aura toujours quelqu'un pour critiquer ton apparence, ta manière d'être, tes choix ou ta façon d'avancer. Et pourtant, ici, c'est pas cette voix-là qui mérite d'être écoutée. Ici, ton corps t'envoie un message, il te demande de ralentir, de l'écouter et de comprendre qu'il porte une intelligence que ton mental oublie parfois. Il ne cherche pas à te limiter, il cherche à te guider. Cette carte t'invite aussi à couper avec d'anciennes racines, des croyances, des blessures, des conditionnements qui t'ont fait croire que tu devais te battre contre toi-même. Plus tu accueilles ton corps comme un partenaire, plus tu retrouves ta puissance. Parce que ton incarnation est une force, pardon. Ouh là là. Ton présent est une chance et la magie que tu cherches à l'extérieur existe peut-être déjà en toi à travers ce corps qui t'accompagne depuis le premier jour de ta naissance. Et aujourd'hui, Gaïa te demande si tu es prêt ou prête à faire la paix avec toi-même pour enfin laisser toute ta puissance s'exprimer. Quel est le premier pas concret que ton corps te demande de faire ? La carte de l'enchaîné. Ça, c'est une carte qui parle de victimisation, de contraintes et de chaînes qu'on porte parfois depuis tellement longtemps qu'elles finissent par nous sembler normales. Ici, on ne dit pas que tout est de ta faute, mais on t'invite à te demander où est-ce que je continue à donner mon pouvoir à des situations, à des personnes ou à des croyances qui ne me ressemblent plus. Peut-être que tu investis énormément d'énergie à résoudre les problèmes des autres, à répondre à leurs attentes ou à essayer de comprendre ce qui se passe autour de toi. Mais pendant que ton propre monde intérieur attend toujours, tu ne viens toujours pas à sa rencontre. C'est une carte qui rappelle une vérité importante. Les autres peuvent te soutenir, te conseiller ou t'accompagner, mais personne ne peut faire à ta place le travail de ta libération intérieure. La bonne nouvelle ici, c'est que ça montre déjà un mouvement. Tu commences tout doucement à te défaire de certains conditionnements, de vieux automatismes ou de croyances limitantes. Même si tu ne mesures pas encore le chemin parcouru, il est bien réel. Et le premier pas que ton corps te demande aujourd'hui, ce n'est pas de te battre davantage, mais c'est de retirer une à une les chaînes qui ne t'appartiennent plus et de choisir enfin ce qui te nourrit vraiment. Qu'est-ce que tu sous-estimes le plus chez toi ? La carte du battleur. Ce que tu sous-estimes chez toi, c'est ton pouvoir de décision. C'est une carte qui parle de choix, de courage et de respect de soi. Elle rappelle qu'à chaque fois que tu choisis une direction, tu renonces aussi à la vie des autres. Et aujourd'hui, on t'invite ici à ne plus disperser ton énergie dans des combats qui ne sont pas les tiens. Car les décisions que tu prends en ce moment, elles ne sont pas anodines. Elles construisent un nouveau cycle de vie. Tu sous-estimes peut-être ta capacité à prendre des décisions difficiles, à tenir bon et à défendre ce qui est profondément juste pour toi. Ici, le battleur ne se bat pas contre tout le monde, il choisit ses combats avec conscience.
Il sait que dire oui à une chose, c'est parfois devoir dire non à beaucoup d'autres choses. Et donc cette carte te demande, est-ce que les combats que tu mènes aujourd'hui servent réellement la personne que tu souhaites devenir? On n'est pas sur de la... Comment je veux dire? C'est pas la confrontation pour la confrontation, mais la force intérieure de faire des choix alignés et de les assumer. Et donc ton pouvoir de décision. La question maintenant, c'est qu'est-ce que les autres sous-estiment chez toi? Il y en a deux qui viennent voler. On a la pipelette et le chariot. Attends, je vais faire de la place comme ça. Hop. Allez. Voilà. Alors ça peut paraître très paradoxal, mais ces deux cartes parlent d'une personne qui est en train de changer sa manière de communiquer. La pipelette n'est pas seulement la parole, mais elle pose cette question, c'est qu'est-ce que tu choisis de dire et qu'est-ce que tu choisis désormais de garder pour toi? Les autres te sous-estiment, peut-être parce qu'ils pensent que tu vas encore tout expliquer, tout justifier et tout dévoiler. Or ici, cette carte dit qu'il y a des projets, des idées et même certaines transformations qui gagnent à mûrir dans le silence. Ça rappelle aussi que l'écoute est parfois beaucoup plus puissante que la parole, et donc en observant davantage, tu peux voir ce que ce que les mots des autres révèlent malgré eux. Et avec le chariot, ça montre que tu avances. Tu prends les rênes de ta vie, tu choisis une direction et tu n'attends plus que quelqu'un te donne la permission pour y aller. Et peut-être que c'est précisément ce que les autres sous-estiment, c'est ta capacité à avancer sans faire de bruit. Potentiellement, ils peuvent croire que tu hésites encore, que tu es toujours au même endroit et que tu as toujours besoin de leur validation. Et pourtant, intérieurement, il y a déjà un mouvement qui est lancé. Et ici, ces deux cartes donnent presque un conseil stratégique. Parle moins de ce que tu construis et consacre davantage d'énergie à le construire. Tout n'a pas besoin d'être annoncé pour devenir réel. Quel comportement va déstabiliser les personnes qui pensent encore te connaître? Alors, on a la carte de l'impératrice et on a la carte de l'amoureux. Ce qui va déstabiliser, ce n'est pas que tu deviennes plus dur ou plus agressif, c'est exactement l'inverse. L'impératrice, ça montre une personne qui connaît sa valeur et elle n'a plus besoin de convaincre, de courir après la reconnaissance ou de se justifier en permanence. L'amoureux, lui, ça parle de choix. Des choix alignés avec le cœur, avec les valeurs profondes, ou parfois des relations qu'on choisit ou qu'on ne choisit plus. Et ensemble, ces deux cartes, elles disent que les autres vont être déstabilisés à partir du moment où tu commenceras à choisir ce qui te nourrit plutôt que ce qui les arrange eux. Il y a certaines personnes qui sont parfois habituées à une version de toi plus disponible, plus explicative, plus facile à influencer ou à culpabiliser. Mais ici, l'impératrice, elle fonctionne plus du tout comme ça. Maintenant, elle accueille, mais elle pose aussi ses limites. Et l'amoureux, ça rappelle que chaque oui sincère implique parfois un non tout aussi sincère. Et in fine, ce qui risque de surprendre ton entourage, c'est pas un grand discours, mais c'est ton calme. C'est le fait que tu n'aies plus besoin de te battre pour exister parce que tu sais déjà qui tu es. Et donc tu passes de la lutte à l'affirmation, puis de l'affirmation à des choix assumés. Et bien souvent, c'est ce genre de changement qui déstabilise mais le plus les personnes qui avaient pris l'habitude d'une ancienne version de toi. Qu'est-ce que certaines personnes ne verront pas venir là?
Le diable. Nous avons des diablotins et des diablotines dans l'audience. Alors ici, le diable n'annonce pas forcément quelque chose de mauvais, mais il met en lumière ce qui était caché. Les jeux de pouvoir, les dépendances, les rapports de force, les désirs, les manipulations ou les attachements qui empêchent d'être libre. Et cette carte peut symboliser tout simplement une prise de conscience. Il y a certaines personnes qui ne verront peut-être pas venir le moment où tu vas identifier enfin ce qui te retenait, ou le moment où tu refuseras d'entrer à nouveau dans certains jeux psychologiques. Le diable, c'est aussi une carte de lucidité. Ça invite à regarder sans détour ce qui exerce encore une emprise sur toi. Ça peut être une relation, une habitude, une peur, un besoin de contrôle ou une dynamique de pouvoir. Et donc la vraie question ici, c'est peut-être pas de savoir qui est le diable, mais plutôt quel mécanisme cesse enfin d'avoir du pouvoir sur toi. Hop, hop, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Hop. Hop, allez, encore une. Voilà. Alors, quel mécanisme cesse enfin d'avoir du pouvoir sur toi? La connecter et la démesurer. Ici, la connecter, ça parle d'une personne qui développe une vision plus fine. Tu commences à faire confiance à ce que tu ressens, à observer les incohérences et à capter ce qui ne se dit pas. Tu ne te contentes plus des apparences. La démesurée, elle parle des excès. Les rapports de domination, les comportements qui débordent, les égos sans limite et les manipulations qui finissent par aller trop loin. Ici, ces deux cartes, elles peuvent dire que certaines personnes ne verront pas venir le fait que tu vas enfin percevoir leurs excès ou leurs incohérences. Et ce qui passait inaperçu auparavant, mais devient une totale évidence pour toi. Ça peut être aussi un avertissement. Parce que quand tu gagnes en lucidité, il faut veiller à ne pas tomber dans l'excès inverse. Voir clair ne signifie pas voir le mal partout. Le discernement consiste justement à reconnaître une dynamique lorsqu'elle est présente, sans l'imaginer lorsqu'elle ne l'est pas. Et donc plus tu t'affirmes, plus tu développes une forme de lucidité, et cette lucidité risque de déstabiliser ce qui comptait encore sur ton ancien fonctionnement. Pour ne pas dire ceux qui pensaient que tu étais complètement naïve, complètement à côté de la plaque, et ou complètement con, complètement conne. Clairement. Mais la grande question maintenant, c'est qui tu vas perdre en devenant pleinement toi-même? La lumineuse et l'ouverture. Encore un paradoxe, comme d'habitude. On pourrait s'attendre à des cartes de conflit et pourtant on obtient deux cartes très lumineuses. En fait, elles peuvent dire que lorsque tu seras pleinement toi, il n'y aura plus de place pour des relations fondées sur les faux semblants. Et donc, si quelqu'un te prenait pour une personne naïve, facilement influençable ou manipulable, ben cette personne risque effectivement d'être déstabilisée. Non pas parce que tu vas devenir plus dur, mais parce que tu vas devenir plus clair. Et la lumineuse, ici, ça parle de vérité, de conscience, de quelqu'un qui éclaire ce qui était dans l'ombre. L'ouverture, ici, ça nous montre une personne qui n'a plus peur de voir les choses telles qu'elles sont. Elle ouvre une porte, mais elle peut tout autant décider d'en fermer une. Et finalement, tu ne perds peut-être pas une personne, mais tu perds une manière d'être perçu. Et s'il y a certaines de tes relations qui ne tiennent pas parce que ça reposait sur une image erronée de toi, alors oui,
elles vont potentiellement s'éloigner de toi-même. Qui restera lorsque tu n'auras plus besoin de jouer un rôle pour être aimé et accepté? La peureuse. Ça, c'est une carte qui peut surprendre parce qu'on aurait pu s'attendre à une figure forte et pourtant, c'est la peureuse qui apparaît. Elle peut représenter une personne qui, malgré ses peurs, choisit l'authenticité plutôt que le contrôle. Et donc quelqu'un qui n'a peut-être pas toutes les réponses, mais qui est capable de reconnaître ses fragilités. À l'inverse, c'est aussi une carte qui peut être un miroir. Elle te rappelle qu'il restera toujours une part de toi qui aura peur. La différence, c'est qu'elle ne conduira plus ta vie. Depuis le début du tirage, on est passé du battleur à l'impératrice, du chariot à la lumineuse. Mais ce parcours ne supprime pas la peur, il remet simplement la peur à sa juste place. Le courage, c'est pas l'absence de peur, c'est avancer même quand elle est encore présente. Et je trouve que cette lecture, elle est quand même assez cohérente avec l'ensemble du tirage. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle évite de transformer automatiquement la peureuse en personne toxique. Et si dans ton ressenti, elle représente quelqu'un réellement dans ton entourage, tu peux l'évoquer comme une possibilité, mais la carte à elle seule, elle ne peut pas l'affirmer. On va aller voir avec le tarot le rôle de la peureuse dans cette histoire. Ici. Alors, un tarot ici. Alors, le rôle de la peureuse dans cette histoire. On a la papesse inversée. Alors, la peureuse... Ah, je l'ai rangée, attends, je vais la reprendre. La peureuse et la papesse inversée. Pour moi, ça parle d'un rapport compliqué à la vérité intérieure. Où est-ce qu'elle est? Là, ici. La papesse, lorsqu'elle est à l'endroit, elle représente une intuition, un discernement, le savoir intérieur et la capacité à voir au-delà des apparences. Inversée, ici, elle peut symboliser une intuition ignorée, une vérité qu'on refuse de regarder ou encore une difficulté à faire confiance à sa sagesse intérieure. Et si on la relie à la peureuse, la peur cherche à t'éloigner de ce que tu sais déjà au fond de toi. Elle entretient le doute, retarde certaines décisions et pousse à chercher des réponses partout, sauf à l'intérieur de toi. Et donc son rôle ici, ce n'est peut-être pas de te détruire, mais de te confronter à cette question, c'est: vas-tu continuer à écouter ta peur ou est-ce que tu vas enfin écouter ton intuition? Est-ce que la peureuse représente une énergie intérieure ou une personne extérieure, finalement, là-dedans? Elle représente le 9 de denier. Moi, ici, ça me fait plutôt pencher vers une énergie intérieure. Pourquoi? Parce que le 9 de denier, ça parle en général d'autonomie, de valeurs personnelles, d'indépendance, et de quelqu'un qui n'a plus besoin de l'approbation extérieure pour se sentir légitime. Et ici, il y a comme une évolution. La peur existe encore, mais elle est en train de laisser la place à une personne qui s'assume davantage.
Et donc ça semble quand même représenter une partie de toi qui n'a pas complètement disparu. Elle reste présente, mais elle n'est plus celle qui dirige. Et donc ici, le 9 de denier montre qu'elle évolue plus... comment? Vers plus de confiance, d'autonomie et d'estime de soi. Mais ça répond toujours pas à ma question. Quelle personne extérieure est encore liée à ton chemin d'évolution? Pas trop. Il faut gérer la coupe. Allez, une seule carte. Il y en a deux. On a la lune et on a le roi de bâton. La lune, ici, elle parle de ce qui est flou, des non-dits, des projections, des peurs, des émotions ou de ce qui n'est pas encore révélé. Le roi de bâton, lui, ça représente une personne charismatique qui prend de la place, qui influence son entourage et qui aime bien garder la maîtrise et la situation. Et donc ici, ça peut évoquer une personne dont l'influence passe autant parce qu'elle montre que parce qu'elle laisse dans l'ombre. Quelqu'un qui peut inspirer, impressionner ou entraîner les autres, mais avec qui il est parfois difficile de distinguer clairement les intentions ou la réalité des projections. Et donc cette personne semble surtout jouer un rôle de révélateur. Par sa présence ou par la dynamique qu'elle crée, elle t'oblige à développer davantage de discernement, à écouter ton intuition et à poser tes propres limites. Je ne sais pas si ça te parle. J'irai pas forcément dire que c'est un manipulateur, mais j'irai plutôt vers quelqu'un qui apporte de la confusion intérieure, enfin autant de confusion intérieure que d'ambiguïté dans une relation. C'est quoi l'impact de cette personne sur ton évolution? Un 8 de bâton. C'est une personne qui agit comme un accélérateur. Avec elle, les choses ne restent pas figées. Il y a un mouvement, une prise de conscience rapide, des événements qui s'enchaînent, ou une évolution qui ne te laisse plus le temps de rester dans l'immobilisme. Le 8 de bâton, ça peut aussi montrer que certaines vérités arrivent très vite. Une discussion, une révélation, une décision, une succession d'événements qui t'obligent à avancer. On pourrait dire que cette personne ne crée peut-être pas ton évolution, mais elle la déclenche ou elle l'accélère. En gros, elle agit comme un catalyseur. À quel moment elle va perdre l'avantage, cette personne? Beaucoup trop. Je vais les remettre dans le jeu parce que j'en ai trop, mais j'ai le diable. Je le remets dedans. Ouf. C'est pas beaucoup mieux, j'ai la reine d'épée. Bon, le diable que j'ai remis volontairement dans le jeu, je la considère pas comme une réponse officielle à la question, voilà pourquoi. En revanche, il attire quand même l'attention. Le diable, ça nous parle des rapports de force, d'attachement, de contrôle, de tentation, mais aussi de tout ce qui fonctionne tant qu'on n'en prend pas conscience. Si je relis au reste du tirage, il me donne l'impression qu'avant de perdre son avantage, cette personne va peut-être essayer de le conserver, cet avantage. Et le diable est souvent la carte de celui qui refuse de lâcher ce qui lui donnait du pouvoir. Et là, le contraste avec la reine d'épée, il est pour le moins saisissant. Le diable cherche à maintenir une emprise. La reine d'épée, elle coupe dans les illusions.
Elle voit clair, elle nomme les choses, elle ne se laisse plus enfermer dans des jeux psychologiques à la con. Autrement dit, si le diable représente une tentative de garder le contrôle, la reine d'épée représente le moment où ce contrôle cesse d'avoir une prise. Ok. Quelle vérité finira par éclater là-dedans? Le pape et la reine de denier. Mais justement, le pape, c'est la carte de la vérité, des principes de l'intégrité et de ce qui finit par être reconnu. Et donc ici, il t'invite à sortir des apparences pour revenir à quelque chose de solide et d'authentique. La reine de denier, elle, ça parle de valeur, de stabilité, de maturité ou de quelqu'un qui connaît sa propre richesse, tant sur le plan matériel, émotionnel que personnel. Et donc ensemble, ces cartes peuvent dire qu'une vérité finira par s'imposer. C'est laquelle? C'est la véritable valeur d'une personne qui ne peut pas rester éternellement cachée. Et donc si quelqu'un t'a sous-estimé, dévalorisé ou a voulu imposer son propre récit, ces cartes suggèrent que ce récit ne va pas tenir indéfiniment face à la réalité. Ça peut aussi rappeler une autre vérité. Ce qui dure n'est pas construit sur la manipulation, le rapport de force, mais sur des valeurs solides, la cohérence et le respect. Quelle sera la conséquence de cette vérité pour chacun? Je vais prendre 2 cartes. Hop, 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 hop. Écoute, je reprends uniquement celles qui se sont retournées. Attends, parce que... Oh merde. Je n'arrive pas à l'attraper. Ah, voilà. Hop. Alors, la conséquence pour cette personne en face de toi, ce sera un 9 de coupe inversé. Et la conséquence sur toi, ce sera une reine de coupe. Alors, pour la personne en face de toi, avec le 9 de coupe, ça montre qu'il y a quelque chose qui ne procure plus la satisfaction attendue. Les attentes, les certitudes ou les bénéfices qu'elle pensait retirer de cette situation ne produisent plus le même effet. Et donc, il peut y avoir une forme de déception, de vide ou la prise de conscience qui ne se déroule plus comme prévu. Pour toi, avec la reine de coupe, c'est une très belle manière de contraster le truc, c'est que la reine de coupe ne gagne pas parce qu'elle domine l'autre. Elle gagne parce qu'elle retrouve son équilibre émotionnel. Elle n'agit plus sous l'effet de la peur, de la colère ou du besoin de prouver quoi que ce soit. Elle écoute son intuition, elle accueille ses émotions et elle reste fidèle à elle-même. Et donc, tu ne récupères pas seulement une situation, tu récupères surtout une manière d'être. Et c'est là peut-être la plus grande transformation que montrent ces cartes. Je ne sais pas à qui ça parle, mais moi, je veux savoir quel est le véritable visage de cette personne, si ça te parle. Et pour ça, je vais prendre l'oracle du paradis et de l'enfer, que je m'en vais chercher de ce pas. Ah, il est derrière moi. Hop, allez. Quel est le véritable visage de cette personne? On a la carte des écrits dangereux. Ok. Et on a la carte du vol et de la destruction. Le véritable visage de cette personne n'est pas celui qu'elle montre. Les écrits dangereux. Ça parle d'une personne qui utilise la parole, les messages ou les informations comme une arme. Elle sait influencer, semer le doute, déformer les faits ou raconter une histoire qui sert ses intérêts. Ici, le vol montre quelqu'un qui prend beaucoup plus qu'il ne donne, donc il peut s'approprier des idées, de l'énergie, de la confiance, du mérite ou profiter des ressources des autres.
La destruction, elle indique qu'une fois qu'elle a atteint son objectif, il reste souvent des dégâts inconsidérés derrière lui. Donc c'est quoi? Des relations brisées, une confiance abîmée ou des personnes qui sont profondément marquées. Et si je mets ces trois cartes ensemble, on est face au portrait de quelqu'un qui fonctionne davantage par l'intérêt personnel que par la réciprocité et dont les actions peuvent avoir un impact destructeur sur son entourage. C'est quoi son plus grand point faible à cette personne? Ah, le luxe et la critique. Et qu'est-ce qui va finir par provoquer sa chute? Fraude et falsification et la rébellion. Son point faible, c'est le luxe et la critique. C'est une personne qui se nourrit du regard des autres. Elle aime se placer au-dessus, juger, critiquer, donner l'impression qu'elle maîtrise tout et qu'elle vaut davantage que les autres. Mais ce qui va provoquer en revanche sa chute, c'est la carte de la fraude et falsification avec la rébellion. J'ai l'impression qu'on parle ici d'une personne qui finit par être piégée par son propre fonctionnement. À force de vouloir contrôler l'histoire, embellir la réalité et contourner certaines limites, elle crée elle-même les conditions de sa chute. Et la rébellion, ça marque le moment où quelque chose ne suit plus le scénario qu'elle avait prévu. Et les personnes autour d'elle, les événements ou même ses propres actes finissent par échapper à son contrôle. Donc clairement, c'est quelqu'un qui va se tirer une balle dans le pied. Mais je dirais plutôt qu'à force de croire au-dessus de se croire au-dessus des règles, c'est une personne qui va finir par devenir la principale victime de son propre fonctionnement. Quel est le moment où le masque de cette personne va tomber définitivement? Je vais encore en prendre une. J'adore ce jeu parce que il va pas par quatre chemins, il dit les choses. Allez, encore une. Allez. Bon, bah, il y en a deux qui sont tombés. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la cruauté. Elle a l'air sympa, cette personne, hein? Je sais pas qui c'est, mais... On a la carte, pardon, de guerre et violence. Et on a la carte de guerre et conflit. Moi, j'ai l'impression qu'au moment où cette personne ne pourra plus maintenir son image ou son contrôle, sa réaction sera révélatrice. Au lieu d'accepter la situation, elle risque fortement de répondre par l'affrontement, l'agressivité, le conflit ou une attitude dure envers les personnes qui osent lui résister. Autrement dit, je n'irai pas dire que le masque va forcément tomber d'un seul coup, mais c'est la façon dont cette personne va réagir lorsqu'elle va perdre le contrôle qui va révéler son véritable fonctionnement. En fait, tant que tout va dans son sens, une image peut être entretenue, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'elle est confrontée à une limite, à une contradiction ou à une perte d'influence, les cartes ici suggèrent que la tension va monter ou monte déjà, parce que ça peut être au présent ou dans un avenir proche, et que les rapports de force vont prendre le dessus. Mais comment toi, tu dois réagir face à cette personne pour ne pas rentrer dans son jeu?
Allez. Par les conflits familiaux. Chute des empires. Ok. Bon, ici, c'est pas une joyeuse invitation pour entrer en guerre, hein, au contraire. Ça montre qu'une dynamique est fondée sur le conflit et qui finit par s'effondrer sous son propre poids. Il y a un empire bâti sur le contrôle, les mensonges ou les rapports de force finissent par se fissurer. Et ici, on pourrait te dire de ne pas chercher à sauver ce qui est déjà en train de s'écrouler, mais de laisser chacun assumer les conséquences de ses propres choix. Les conflits, ça révèle les fondations. Et lorsque les fondations sont fragiles, bien souvent, on ne peut plus maintenir la façade. Et donc ici, ça raconte quand même une dynamique. C'est que lorsqu'un système repose sur le conflit et le contrôle, il finit par se fragiliser de l'intérieur. C'est de ça dont il s'agit ici. Et donc, on n'est peut-être plus en train de parler d'une seule personne uniquement, mais on parle d'un système. Un système qui se nourrit de la critique permanente, du besoin d'être au-dessus des autres, de l'image du contrôle et du rapport de force. Au début, c'est un système qui peut sembler solide, mais il impressionne, il donne l'illusion de la puissance, mais il contient déjà une faille. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne repose pas sur la confiance, il repose sur la peur. Il ne repose pas sur le respect, il repose sur la domination. Il ne repose pas sur la vérité, il repose sur un récit qu'il faut sans cesse protéger. Plus un système dépend du contrôle, plus il devient fragile. Parce qu'en fait, il faut constamment surveiller tout le monde. Il faut empêcher les vérités de sortir, il faut maintenir une image, et il faut contrôler les récits, les alliances et les informations. Et un jour, ce contrôle devient impossible. Et c'est là où la carte de la rébellion qu'on avait tout à l'heure, elle est intéressante. Elle est où celle-là? Là. Avec la cruauté, le conflit et la guerre, c'est un système qui est en train de perdre toute sa capacité à tenir. Et la violence, ici, ça devient clairement un système, un symptôme d'une autorité qui s'affaiblit. Et donc, c'est pas un effondrement qui arrive par hasard. Ici, on dit que la chute commence bien avant d'être visible. Et en réalité, ce ne sont pas les ennemis qui détruisent cet empire, ils se consument de l'intérieur. Mais qu'est-ce que cette personne, elle cherche désespérément à protéger, en fait, dans cette histoire? Oh! Les voyages malheureux et l'invalidité et immoralité. Putain, c'est quoi ce truc? Les voyages malheureux, ça parle d'un parcours marqué par des échecs, des ruptures, des déracinements ou un sentiment de ne jamais trouver sa place. Ça peut aussi symboliser pardon, une trajectoire de vie qui a laissé des cicatrices. Ici, moi, je vais séparer les deux mots. L'invalidité, ici, elle n'est pas forcément physique.
C'est souvent l'impuissance ou le sentiment d'être diminué, incapable, dépendant ou être profondément vulnérable. Et l'immoralité, bon là c'est un peu plus trash, c'est cette tendance à justifier n'importe quel moyen pour éviter de revivre cette vulnérabilité. Et quand je mets les 3 cartes ensemble, c'est une personne qui ne protège peut-être pas son pouvoir, mais elle protège une profonde sensation de faiblesse qu'elle refuse absolument de revivre. Et donc le contrôle n'est plus le problème de départ, le contrôle devient une armure. Quel est l'événement qui a construit cette armure? La rage. Et à qui elle était destinée, cette rage, à l'origine? Pourquoi je pose cette question? Parce que souvent, une rage qui déborde sur les autres ne naît pas dans la relation actuelle. Très, très conspiration. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on est face à une personne qui semble vivre avec une conviction profonde que quelqu'un l'a trahi, que quelqu'un a agi contre elle, ou que le monde n'est pas digne de confiance. À partir de cette croyance, il y a plein de choses qui peuvent s'enchaîner. Si je pense que tout le monde finira par me trahir, je contrôle. Si je contrôle, je critique. Si je critique, je garde une position de supériorité. Et si cette position est menacée, la colère et le conflit prennent le relais. Et donc, j'ai l'impression que la méfiance est devenue une manière de vivre. Mais qu'est-ce que cette rage, elle lui a coûté à cette personne? Individu autodidacte. C'est une rage qui a progressivement isolé cette personne. L'individu, ça parle d'une personne qui a fini par fonctionner seule, qui s'est coupée des autres et qui ne fait plus du tout confiance. Et l'autodidacte ici, ça renforce cette idée que je n'ai besoin de personne, je vais tout apprendre tout seul et je ne peux compter que sur moi. Et donc la rage ici, elle semble avoir un prix énorme, c'est la perte de la capacité à construire des relations fondées sur la confiance. Et à force de voir des traîtres partout ou d'anticiper les complots, cette personne finit par devenir sa propre forteresse, ou elle a déjà fini par devenir sa propre forteresse. Elle se protège, mais elle s'est enfermée. Et ça, c'est un grand paradoxe parce que ce qui était censé la protéger a fini par l'isoler. Et donc, si je dois remettre tout ça dans l'ordre, parce que ça fait beaucoup d'informations, je pense que c'est une personne qui a vécu ou qui s'est construite autour d'une expérience de trahison ou de conspiration. Et au lieu de transformer cette blessure, elle en a fait une philosophie de vie. Puisqu'elle estime que tout le monde trahit, elle se donne ce droit de trahir. Puisqu'elle estime que les règles ne protègent plus personne, elle se place au-dessus des règles. Et puisque elle pense que tout le monde manipule, elle considère que manipuler est devenu légitime. C'est là que les cartes immoralité, fraude, falsification, là, critique et cruauté, qu'on avait... c'était où ça? On avait ça. Hein. Toc, toc, toc. Là, critique et cruauté, on l'a là, ici. C'est là que ces cartes prennent tout leur sens. Elles ne décrivent plus des actes isolés, elles décrivent un système de pensée. Et donc, la blessure devient une justification.
Et c'est probablement ici le véritable drame dans ce tirage, c'est que cette personne ne se voit plus comme quelqu'un qui fait mal, elle se voit comme quelqu'un qui applique ses propres règles parce qu'elle estime que le monde les lui a imposées. À force de croire que le monde est injuste, elle a fini par considérer que sa propre injustice était devenue légitime. Et donc ce n'est plus seulement quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un qui a construit un système moral où ses actes lui paraissent justifiés. Et donc pour moi, c'est quelqu'un qui a littéralement pété les plombs. C'est une personne qui s'est qui s'est construite une armure tellement épaisse qu'elle s'est littéralement enfermée dedans. À l'extérieur, ça peut donner une image de force, de charisme, de réussite, de maîtrise, voire d'exception. Mais à l'intérieur, il y a une vieille colère, une blessure qui n'a jamais été transformée et une méfiance qui est devenue une façon de vivre. Et à partir de là, tout semble être organisé pour protéger cette armure, le contrôle, la critique, les rapports de force, les faux-semblants. Et le paradoxe, c'est que ce qui devait la protéger est devenu sa propre prison. Et plus elle renforce cette façade, plus elle s'éloigne d'elle-même. Et c'est peut-être, à mon avis, pour ça qu'on a la chute des empires, qui est juste ici. C'est pas seulement une chute extérieure, mais c'est un effondrement d'un système qui ne pouvait ou qui ne peut plus tenir parce qu'il était en guerre contre lui-même depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'elle va tenter, cette personne, pour conserver le contrôle ? Opposé extrême ou discorde, passion peu naturelle. Moi, ça me donne l'impression d'une personne que quand elle sent que son influence diminue, elle ne cherche plus à apaiser la situation, mais à la polariser. L'opposé extrême, ça parle de division. Il n'y a plus du tout de nuance, mais les gens deviennent soit des alliés, soit des ennemis. Et le dialogue laisse place à l'affrontement. Et la discorde renforce justement cette idée, c'est de créer des tensions, d'opposer les personnes, d'alimenter des conflits ou de maintenir un climat où chacun se méfie de l'autre. Avec la passion peu naturelle, ça évoque une énergie excessive, je dis bien, obsessionnelle et complètement disproportionnée. Comme si le besoin de garder la main devant devenait plus important que la situation elle-même. Et donc j'ai l'impression que plus cette personne sent qu'elle perd le contrôle, plus elle risque d'intensifier les rapports de force au lieu d'accepter que quelque chose est en train de changer. Mais qu'est-ce que cette personne ne s'attend absolument pas à voir arriver ? Oh merde, attends, je vais la chercher parce qu'elle est carrément partie en dessous du canapé. Attends. La catastrophe et la précipitation. Je vais en prendre une deuxième. On va voir si on arrive à notre point de bascule.
luxure et faible volonté. Alors, le fait qu'on a de nouveau la discorde, parce qu'on l'avait... je sais plus où, mais on l'avait, peut montrer que la stratégie qu'elle utilise pour garder le contrôle finit par se retourner contre elle. Ce qu'elle pensait pouvoir maîtriser devient une source de division qu'elle ne peut plus contrôler. Ici, la luxure, ça parle d'un désir qui prend beaucoup trop de place. On a envie de posséder, de dominer, de satisfaire un besoin ou une pulsion, nos limites. Faible volonté, ça suggère qu'au moment décisif, ce n'est peut-être pas un adversaire qui la fera complètement vaciller, mais c'est son incapacité à maîtriser ses propres excès. Et donc, plus cette personne cherche à renforcer son emprise, plus elle nourrit les conditions de sa propre fragilisation. Et donc, ce n'est pas forcément une force extérieure qui va la mettre en difficulté, ce sont ses propres réactions qui vont complètement lui échapper. Quelle est l'erreur irréversible qu'elle va commettre, cette personne? La solitude. Et le mensonge. C'est le moment où cette personne va tellement s'enfermer dans son propre récit qu'elle ne saura plus jamais revenir en arrière. Le mensonge, c'est pas seulement un outil, ça devient un mode de fonctionnement. Et la solitude, dans ce cas-là, c'est plus un accident. Ça devient la conséquence logique d'un système où la confiance finit complètement par disparaître. Plus personne ne sait quoi croire, plus personne n'ose s'approcher, et la personne elle-même peut finir prisonnière du personnage qu'elle a construit. Et le plus grand paradoxe là, c'est que cette personne semblait vouloir dominer le monde, et elle risque surtout de finir seule avec sa propre version de la réalité. Ce sera quoi les conséquences de ces actes? Je ne sais pas ce qu'elle a fait, cette personne, mais ça m'a pas l'air... très sain. On va dire ça comme ça. Allez. Les conséquences, ce sera la tromperie. Oh putain, je suis déjà à 52 minutes. Le comportement malveillant. Libertin et renégat. Je vais toutes les prendre, tant qu'à faire. Destruction de l'environnement et la cupidité. Eh bien. Et en d'autres paquets, on a amende et coût injuste. Merveilleux. Donc la tromperie, c'est ce qui était dissimulé, manipulé ou présenté sous un autre jour. Et ça finit par devenir central. Le comportement malveillant, c'est les actes ou les intentions qui reviennent au premier plan. Libertin, débauche, c'est une absence de limite, des excès ou une recherche de satisfaction personnelle qui finit par coûter très cher. Attends, qu'est-ce qu'on avait? Destruction et environnement. Le fonctionnement de cette personne ne l'atteint plus seulement elle, mais elle abîme ce qui l'entoure. Donc il y aura un impact sur les relations, les projets, la famille, le travail, etc. La cupidité, c'est le désir de posséder, de gagner ou de conserver davantage qui devient un moteur majeur. Et les amendes et coûts injustes en d'autres paquets, ça, c'est une carte qui parle très clairement d'un prix à payer, d'une facture, d'une sanction ou du sentiment qu'un coût devient inévitable. En revanche,
Ça ne dit pas ici que cette personne, elle ira en prison, hein. Mais les cartes parlent d'une conséquence, mais elles ne permettent pas ici de déterminer sa nature exacte. C'est un tirage général, donc ça peut y avoir 1 million de possibilités. Mais cette conséquence, elle peut néanmoins être juridique, financière, sociale, professionnelle ou relationnelle. Et donc, si ce tirage raconte juste, mais les cartes ne montrent pas une personne qui échappe éternellement aux conséquences de son fonctionnement. Elles montrent au contraire qu'elle finit par être payée. Les conséquences, hein, je parle. Reste à savoir sous quelle forme ça va se manifester. Je sais pas ce que tu as vécu avec cette personne, mais ça a dû être méga, mais alors méga lourd, hein. Moi, je veux savoir quelle force est née en toi. Parce que si tu me regardes, que ça te parle, tu as potentiellement déjà traversé cette épreuve. Attends, je vais prendre l'oracle des rêves botaniques. C'est encore un tirage bien lourd, hein. Putain, si on pouvait décider des sujets, moi je ferais des trucs un peu plus bisounours, hein. Mais bon. Ah, encore une fois sous le canapé. Pas possible. Ah, eh bien, toi, ce qui est né en toi, c'est la poussière d'étoiles. La poussière d'étoiles, ça rappelle une chose très essentielle. Personne n'a le pouvoir de salir ce que tu es, toi, profondément. On peut te blesser, on peut te faire douter, on peut essayer de t'éteindre, mais ce qui fait ton essence ne disparaît pas. Cette épreuve, en fait, elle ne t'a pas seulement rendu plus fort ou plus forte, mais elle t'a rendu plus conscient. T'as appris à distinguer l'illusion de la vérité, le contrôle de l'amour, la domination du respect. Et en fait, c'est ça la véritable poussière d'étoiles, c'est cette capacité de transformer une expérience qui aurait pu te détruire en une lumière qui éclaire désormais ton chemin. Et finalement, le plus grand pouvoir que tu récupères ici, c'est pas un pouvoir sur l'autre, c'est sur toi-même. On a commencé avec Gaïa, qui est toujours là sur son chevalet, qui disait « Écoute ton corps, ralentis, observe, arrête de te laisser définir pardon, par le bruit extérieur. » Et la poussière d'étoile te dit que tu as trouvé quelque chose d'essentiel en toi. Mais du coup, qu'est-ce que ton silence t'a permis de comprendre ? Une seule alors. La méditation. Et qu'est-ce que cette méditation t'a révélé ? Le nouveau chapitre. Ton silence t'a permis de méditer, mais ce n'était pas une fuite du monde. C'était un changement de regard. En cessant de réagir à tout, comme on le disait tout à l'heure, tu as commencé à observer. En observant, tu as compris. En comprenant, tu as cessé de nourrir ce qui te détruisait. Et c'est précisément cette méditation qui t'a révélé un nouveau chapitre. Et le nouveau chapitre, lui, il n'est pas tombé du ciel. C'est la conséquence du regard que tu as changé. Donc tu n'es plus en train de chercher qui a raison, qui a tort. Tu n'es plus en train de vouloir contrôler quoi que ce soit. Tu n'es plus en train de te battre contre un empire qui s'effondre déjà sous son propre poids et sous tes yeux. Et tu es simplement en train d'ouvrir une porte que tu n'aurais jamais vue si tu avais continué à faire du bruit
et si tu ne t'étais pas arrêté, et si tu n'avais pas observé. Et parfois, là-dedans, le plus grand acte de courage, ce n'est pas de répondre, mais c'est de se taire suffisamment longtemps pour voir une vérité apparaître d'elle-même. Ton prochain pas dans ce nouveau chapitre, et puis je vais m'arrêter là, l'abondance. Et en d'autres paquets, faire un vœu. Et bien ça, c'est une magnifique fin. Après tout ce que ce tirage a montré sur le contrôle, les conflits, les illusions et les rapports de force, ici la vie ne te demande plus de te battre, elle te demande de changer de fréquence. L'abondance, c'est pas seulement une question d'argent, c'est un art de vivre. C'est arrêter de croire que tu dois survivre pour commencer à créer quelque chose. C'est choisir des relations qui te nourrissent plutôt que des relations qui te détruisent. C'est investir ton énergie dans ce qui te fait grandir plutôt que dans ce qui s'effondre. Et ce qui me fait un peu sourire ici, c'est le dos de paquet, c'est fais un vœu. Mais vas-y, fais un vœu, maintenant. Maintenant que tu as fermé un chapitre, ose enfin regarder celui que tu veux écrire. Pendant longtemps, tu as peut-être formulé tes souhaits en fonction de ce que tu voulais fuir, mais aujourd'hui, on t'invite à faire exactement l'inverse. Ne demande plus à la vie de te protéger de ce qui te fait peur, mais demande-lui de te conduire vers ce qui te fait vibrer. Ce tirage ne se termine pas sur une chute, il se termine sur une naissance, la tienne. Je te souhaite une excellente soirée. N'hésite pas à liker, partager, commenter, et à la prochaine.